Salut à tous et bienvenue dans Café Série, épisode 5. Nous sommes le podcast 100% série de geeking. Et cette fois-ci, on s'est mis sur notre 31, enfin plutôt je pourrais dire sur notre 51. C'est ça. Parce qu'on a décidé d'entrer au FBI et de vous parler d'une petite série très très méconnue qui n'a absolument pas fait parler d'elle ces dernières semaines. Il s'agit donc de X-Files, petit indice derrière moi. Et un petit peu partout dans le décor, à vous de les repérer. Et donc juste à côté, j'ai avec moi agent Kevin. Coucou, l'agent Clark. Qui est prêt et qui va aussi nous parler de séries aux frontières du réel. Aux frontières du réel, ça va être un petit peu la thématique de notre épisode aujourd'hui. Mais on vous dit ça, on lance notre top 3 très vite. Il y aura aussi évidemment quelques news, et à la fin de l'émission, le petit What Else, où Kevin va revenir sur la carrière d'un acteur qu'on va rencontrer dans l'émission. Tout à fait. Sans plus attendre, on y va, c'est parti, Café Série numéro 5. Et on attaque tout de suite avec les news, et dans l'Espresso cette semaine, on a sélectionné 3 news, dont la première, ce n'est pas une blague, on est toujours en février, c'est le renouvellement de la série Fuller House, donc le reboot, la suite de La Fête à la Maison. La fameuse la série que je ne comprends pas comment elle a été commandée en fait. C'est un peu aux frontières du réel. C'est un peu aux frontières du réel, c'est un peu du voyage dans le temps, cette série. Alors, apparemment, ça, moi j'ai vu... Il paraît qu'il y a des gens qui ont jamais vu La Fête à la Maison. Tu alors, crois que ça existe? comment j'ai vu oui, il y a des gens un peu jeunes qui ont pas vu. Il y a des gens qui ont découvert peut-être la série avec le revival. Moi, j'ai vu le premier épisode, j'ai trouvé ça atroce. Mais j'ai pas ri une seule fois, ce qui est un peu problématique pour les séries comiques. Mais les gens ont ri pour toi, parce qu'il y a tellement de rires enregistrés que... Qui ont aimé, c'est le compte Twitter de Netflix qui a tweeté donc, le renouvellement. J'ai regardé les réponses. Il y a des gens qui ont aimé, donc je sais pas comment ça s'est passé. C'est des fakes, c'est des robots qui ont répondu. J'y crois pas une seconde, c'est pas possible. En tout cas, voilà, il y a un public qui a répondu à ça, et donc du coup, Netflix a commandé une seconde saison pour Fuller House. Ce sera sans moi, je le dis direct. C'est ça. Et en plus, ils se sont pas foulés, sans mauvais jeu de mots, parce que le pitch de la série, c'est le même que la série de base, sauf qu'au lieu d'avoir les 3 mecs qui élèvent des filles ensemble, les filles de l'un d'eux ensemble, ils ont pris 3 filles qui vont élever les enfants, leurs enfants. Ouais, ils vont chercher loin. Ouais, la même maison, même blague, même gimmick, même tagline, tout pareil. Donc là, c'est... copier-coller quelques années plus tard. Donc moi je pense que j'ai exprimé mon enthousiasme en disant ça c'est rude. Fameuse citation de Stéphanie dans la série ou How Rude en VO, parce qu'en plus on peut le voir en VO, c'est aussi nul en VO qu'en VF. La VO ne change rien. C'est ça, il n'y a pas de problème. On peut pas blâmer la mauvaise VF. Donc c'est en VO, en VF, peu importe, il n'y a rien à sauver. Il n'y a rien à sauver. Mais il y a quand même une saison 2. C'est ça. Il y a d'autres séries aussi qui ont été renouvelées. Alors ça c'est chez ABC. Eux ils font rien comme tout le monde, ils n'ont pas attendu les autres. Oui c'est ça, c'est hyper Ils ont lâché plein d'infos sur le renouvellement de drama, de comédie, dont notamment Agents of S.H.I.E.L.D. qui va avoir une saison 4. Saison 4, saison 3 plutôt intéressante. Moi je continue à suivre la série, je sais pas si toi tu l'as... non, écoute, j'arrive pas à la saison 3. Pourtant j'ai tenu 2 saisons, je ne sais pas pourquoi. C'est ma série un peu le fil rouge, des fois je fais des pauses, et puis après je reprends, puis je refais des pauses. Bon, je pense que je suis peut-être la 4, mais moi je pensais qu'ils allaient vraiment arrêter la série parce qu'ils ont annoncé déjà un spin-off d'autres personnages. Celui qu'on veut pas voir. Celui qu'on veut pas voir, je comprends pourquoi ils l'ont commandé. Donc je pensais qu'ils allaient soit réduire le nombre d'épisodes pour produire à côté. Non, série saison complète et tout, saison 4. Bon, écoute, tu nous en diras des nouvelles. Je pense pas que je serai là pour la saison 4, mais à voir. On a aussi le renouvellement de plusieurs comédies, dont Blackish et Fresh Off the Boat, qui auront une saison 3. Ouais. Donc ça, c'est un truc qui te plaît, toi. C'est des séries que je voulais voir, vraiment particulièrement, en particulier Blackish, j'ai entendu beaucoup de bien. Oui, moi aussi, j'en ai entendu beaucoup de bien, j'ai jamais regardé non plus. Ça fait des comédies qu'il faut que je vois, maintenant qu'on est sûr qu'il y a une saison 3, je pense que je vais vraiment me lancer dedans. C'est un peu ce qu'on dit les sitcoms un peu communautaires qui ont été lancés il y a 3 ans, sur 2 familles. Les Blackish, c'est des Noirs, une famille de Noirs, et... Flash of the Boat, c'est les Asiatiques, mais franchement, je crois que j'ai vu 1 ou 2 épisodes comme ça, j'ai pas trop suivi. Moi, il y a pas mal de comédiens que j'aime dedans, et puis je suis d'accord par rapport aux bonnes critiques et tout ça, moi je valide. Par contre, moi je suis un petit peu la série The Goldbergs en tant que jeune. Donc la série The Goldbergs, c'est sur une famille dans les années 80. En fait, c'est un peu une espèce de parodie des sitcoms des années 80. D'accord. Donc là,
ils vous auront une saison 4. J'ai pas tout vu, je crois que j'ai vu que la saison 1, mais c'est assez sympa. Bon, après, il faut avoir connu, quoi. Franchement, si on n'a pas connu... Si t'as pas les références, en fait, ouais, si t'as pas les références... En fait, pratiquement tout le monde a certaines références, du style les jeux vidéo, pratiquement tout le monde sait à peu près ce que c'est une vieille console de jeu ou le coup du magnétoscope, le caméscope avec les grosses cassettes, tout ça. Mais bon, après, je pense que si t'as pas les références, voilà quoi. Tu t'ennuies un peu, quoi. Ouais, c'est un truc un peu nostalgique qui pique un peu les yeux au niveau vestimentaire, c'est drôle. Voilà, il y a des trucs super sympas, mais bon, je dirais pas que je la suis régulièrement, mais ça peut arriver. Ouais, c'est agréable à regarder. Ouais, c'est sympa. Il y a eu d'autres renouvellements. Rapidement, il y a aussi toutes les séries de Shonda. Shondaland. Shondaland, qui a sa soirée spéciale du jeudi. Donc toutes ces séries, Grey's Anatomy, Hawaii. Non How to Get Away with Murder et Scandal. Les comédies The Middle et Modern Family, qui sont déjà à la saison 8. C'est ouf ça. C'est ouf, hein, ouais. Ça cartonne le truc. Non, mais... Moi, j'ai pas du tout accroché à aucune des deux. Bah, moi, j'aime bien The Middle. C'est vrai? Ouais. Je viens juste de finir de regarder la saison 6. C'est ma sitcom bouche-trou. D'accord. Genre, t'as 20 minutes avant de partir quelque part et tu t'es posé. T'as pas le temps de te faire un vrai épisode. Je balance ça. Mais, tu regardes The Middle. Mais franchement, là, ils tournent vraiment en rond. Je comprends. Enfin, je sais déjà pas ce qu'ils peuvent raconter parce que leurs enfants sont tous grands. Donc du coup c'est moyen. Once Upon a Time saison 6, je sais pas aussi où c'est qu'ils vont là. J'accroche pas du tout. Il va falloir que les scénaristes... C'est pas pour moi ça. Ouais, il va falloir que les scénaristes surtout s'arrachent un peu... parce que franchement je pense qu'ils ont à peu près fait tous les trucs. Tous les personnages de Disney sont... Ouais, ils ont tout fait, ils sont partis... là ils sont même à Black Swan maintenant, enfin Dark Swan. Dark Swan, ah oui d'accord. Jeu de mots. Mais bon, bref. Et Quantico qui aura une saison 2, on ne sait pas ce qu'ils vont raconter non plus dedans. Déjà que, bon, on vous en a parlé. On en a parlé, ouais. Mais à coup de pas. J'ai dit que j'aimais bien, mais j'avais pas vu toute la saison. On ne pouvait pas se savoir. On avait dit du bien de Quantico, mais en fait, il s'est passé plein de trucs depuis et c'est un peu tombé dans l'oubli. Ouais. Disons que c'est pas en haut de la watchlist. Ouais, exactement, c'est ça. T'as l'impression quand même qu'ils sont un peu embourbés dans le truc, ils savent pas trop où ils vont, ça part dans tous les sens. Une saison 2, on va voir, peut-être que Shonda trouvera un truc, hein. Mais c'est pas Shonda, c'est la Quantico. Mais non. Bah, on avait dit ça ressemblait à Shonda, mais c'est du Shonda sans du Shonda. C'est passé tellement de temps depuis en fait que c'est du Shonda sans les audiences de Shonda. Enfin bref, il y a eu plein de choses. On n'a pas de date, on n'a rien. De toute façon, normalement, ça sera vraiment annoncé en mai. Mais bon, il y a eu quand même tellement de renouvellements qu'il fallait qu'on en dise deux mots. Ouais. Et dans un registre totalement différent, un truc un peu de l'espace aussi, hein, complètement. En tout cas, c'est génial. Ouais. Est-ce que vous connaissez la série Unbreakable Kimmy Schmidt? Oui. Alors Kevin nous a déniché une news, je te laisse, hein, vas-y. Bon, si vous avez vu la série Unbreakable Kimmy Schmidt, vous vous rappelez du personnage, le meilleur ami de Kimmy, qui était incarné par, je vais essayer de pas écorcher son nom, Titus Burgess, qui avait une scène assez exceptionnelle, oui, avec une chanson qui est devenue un petit peu culte depuis, qui s'appelait Pinot Noir. Donc, pour coller un petit peu à ça, en fait, Titus Burgess a décidé de sortir son propre vin, qui est, grande surprise, du Pinot Noir. Donc ils vendent ça pour $24. Voilà, pour les fans de la série, vous pouvez commander le vin officiel quasiment de Unbreakable Kimmy Schmidt. Bon, c'est hyper commercial et tout, mais moi ça m'a fait rire. C'est génial, mais non, mais ça m'a fait rire, je me la repasse régulièrement le délire. Le clip, c'est un délire total et le gars il va à fond dans l'image. Ouais, apparemment il est vraiment attaqué sur son compte sur le truc, Instagram, sur les réseaux sociaux. C'est de l'exploitation commerciale, c'est sûr. Mais bon, c'est pour le clin d'œil, c'est rigolo. C'est drôle. Donc voilà, ça nous a fait rire en tout cas. Voilà, on va dire que la série aussi revient le 15 avril sur Netflix encore. On a hâte, très très hâte. Bah oui, quand tu auras fini tout Fuller House, tu pourras enfin regarder Kimmy Schmidt. C'est ça, faut que je me tape tout Fuller House pour mériter après Kimmy Schmidt derrière. Ah, c'est rude ça. C'est dur ça. Donc voilà, c'est rapidement le tour des news, il y en a plein d'autres, mais on a fait une petite sélection parce qu'on a tellement de choses à dire que... voilà, il fallait aller vite et justement on passe tout de suite à notre top 3, le top 3 des séries aux frontières du réel. Alors on va se focaliser sur des séries de 2016 qui sont un petit peu aux frontières du réel, c'est-à-dire un petit peu fantastiques. Et on va commencer notre sélection par la série Colony. Ouais, dont on n'a pas beaucoup parlé. Non, donc je vais vous parler de la série Colony, c'est une série qui est diffusée sur la chaîne USA Network. Nous avait gratifié de la fantastique Mr. Robot l'année dernière. C'est une série qui est co-créée par Carlton Cuse. Carlton Cuse était le showrunner de la série Lost, si
si vous vous rappelez, avec Damon Lindelof. C'est une série qui est prévue pour durer 10 épisodes pour sa première saison. Donc de quoi ça parle? En fait, l'histoire est située dans un futur proche où les aliens en fait, ont envahi et colonisé la Terre. L'action va se situer dans la ville de Los Angeles. En fait, la ville est séparée en différents blocs, en différents quartiers, par des murs. Et donc dans cette ville de Los Angeles, on va suivre le personnage de Will Bowman, qui est incarné par Josh Holloway, donc le Sawyer de la série Lost. De Lost, ouais. Donc Will Bowman, en fait, c'est un ancien agent du FBI qui se retrouve un petit peu forcé de collaborer donc avec les extraterrestres, parce qu'en fait, c'est un petit peu une métaphore de l'occupation. D'un côté, on a donc les occupants, les aliens, avec donc les collabos, les humains qui travaillent avec eux. Et de l'autre côté, il y a une résistance qui s'est mise en place pour un petit peu repousser l'envahisseur. Donc Will va devoir donc, collaborer pour une raison assez simple, parce que son fils en fait a disparu le jour de l'arrivée, le jour de l'invasion, et donc les aliens, donc les collaborateurs, auraient des pistes pour retrouver sur son fils, donc il va être obligé de travailler avec eux pour le retrouver. L'autre petite twist, c'est que sa femme, une partie de l'histoire va se focaliser sur sa femme est incarnée par Sarah Wayne Callis, que vous avez vu auparavant dans The Walking Dead, dans Prison Break. Et en fait, sa femme a des liens avec la résistance, donc elle va travailler avec la résistance, elle va se servir un petit peu donc, du double jeu de son mari, pour en faire un peu un informateur, mais un petit peu à son insu. Lui, il connaît pas vraiment tout ce qu'elle fait avec la résistance. C'est pas le truc qu'il y avait dans Mr. et Mrs. Smith, deux agents qui connaissent pas c'est ça, qui se retrouvent un petit peu à s'affronter. Ouais, c'est un peu ça. On est un petit peu moins clinquant, on va dire. Bon. Alors, je n'ai pas vraiment accroché à cette série, en fait. Je trouve qu'elle n'apportait pas grand-chose un petit peu au genre. Non, en fait, mon premier point, c'est que je trouvais que c'était pas très convaincant. En fait, il y a une grosse partie, la partie résistance, la partie mythologie, c'est un petit peu le fil rouge de la série. Une grande partie, le grand focus est un peu sur la vie de famille, donc de Will et de sa femme et de leur fils. Ils ont une petite fille aussi, donc l'autre qui a disparu. Et j'ai trouvé très cliché quand même ce qui se passe. On commence par une petite scène de petit déjeuner typiquement américain. La petite scène des céréales. Exactement, c'est une céréales, ils font les œufs brouillés, ils mangent du bacon et tout ça. Le truc partout. C'est ça. Donc tu as l'impression que la fille est un peu heureuse, mais qui cache un petit peu leur peine. J'ai trouvé, pour moi, ça sonnait faux. Dès le départ, ça sonnait faux. On a vu tellement de bons dramas ces derniers temps, où justement le côté le drame familial était tellement bien écrit, que là, ça sonne faux du début à la fin. Ça ne fonctionne pas trop. Le parti pris, c'est quand même de pas te dire que tu es dans une série fantastique et de pas te montrer qu'il y a un problème. Il y a un problème derrière. Tu détectes petit à petit qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette famille, mais sur les premières images, c'est une famille heureuse. Et petit à petit, tu sens, tu as des petits détails qui te font dire « Ah, il y a un problème ». Ouais, ça dure que 5 minutes, après on arrive plus de la mythologie. En fait, c'est pas une série fantastique, quoi. Enfin, c'est pas une série de SF. Le thème est... ce que j'en ai vu, parce que, toujours pareil, il y a 10 épisodes, moi j'en ai vu 3. J'ai pas fini. Ouais. Il y a quand même une pointe de SF, il y a le grand mur, il y a les aliens, on construit des drones qui patrouillent. Les drones, Il y a une pointe de SF, il y a des CGI assez intéressants sur quelques bâtiments détruits et tout ça. Globalement visuellement, c'est pas, mais vraiment... Le drame familial ne fonctionne pas, et surtout j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune alchimie entre les deux acteurs principaux. Complètement. C'est fou. Ça va pas. À tel point qu'ils sont meilleurs quand ils jouent en fait avec d'autres personnages. Alors, j'ai eu exactement la même impression. C'est incroyable. Ils ont casté deux stars, deux acteurs très connus. Série, et en fait, quand tu les mets ensemble, mais ça fonctionne pas. Ça marche pas. Il y a zéro alchimie, il n'y a pas le truc. Tu peux pas croire qu'ils sont mariés. Je crois pas une seconde. Heureusement, c'est vrai, comme tu dis, ils n'ont pas forcément. Ils ont pas chacun tout le temps des interactions. Qui ont l'air limite plus intéressants que ce qui se passe entre eux. Ouais, non, mais ça fonctionne mieux comme ça. Et c'est problématique, vu qu'ils nous vendent quand même un conflit familial. Si on ne croit pas au drame qui se passe, ça ne fonctionne pas. Ça marche pas. Non, je suis tout à fait d'accord. Puis il y a aussi le coup de on vous montre pas les extraterrestres. Pourquoi pas, à la limite. Mais le mystère, c'est le fil rouge. Tu vois pas trop l'envahisseur, tu sais pas. On sait pas non plus pourquoi ils sont là en fait. La milice est un peu, c'est un peu spécial, tu vois pas très bien, etc. Pourquoi pas, mais après t'as pas non plus d'explication. Ils parlent tout le temps du lieu qui s'appelle The Factory, ou l'usine. Là où les gens sont envoyés, alors c'est les dissidents, les gens peut-être qui sont pas capables, qui sont pas intéressants, sont envoyés là-bas, une espèce de prison, mais on sait pas trop ce qu'ils deviennent, ce qui s'y passe. Il y a la Green Zone, qui est la zone des riches,
où ils font des fêtes au champagne et tout ça. Ouais, voilà, c'est ceux qui profitent de l'occupation. Les autres sont c'est un peu la misère, enfin pas la misère, mais ils subissent quand même le truc. Bon. Puis il y a ce fameux Geronimo. Voilà, Geronimo qui est le chef de la résistance. On ne sait pas qui c'est, donc ça c'est le mystère. Quand la résistance fait une action, ils vont signer du nom Geronimo. Geronimo, ouais. Bon, est-ce qu'il existe vraiment ou pas? On ne sait pas. On ne sait pas trop, non. J'ai envie de dire. On s'en moque un petit peu. c'est ça le problème. Voilà. L'idée était pas mal, franchement, mais. Ouais, les séries d'occupation, c'est lourd, c'est pas original. En fait. Il y a UV, exactement, moi ça m'a fait penser en V. V, ça a 30 ans, mais c'était plus intéressant en fait. 83 ou un truc comme ça. C'était plus intéressant, c'était mieux que ce qu'ils nous ont donné maintenant en 2016. Je sais pas, c'est pas. Plus oppressant, je trouvais, plus intéressant. Ouais. Voilà, ça ne fonctionne pas. Bon, alors USA Network, de toute façon, c'est pas toujours. On peut pas avoir tout le temps les Mister Robot, malheureusement. On va avoir Mister Robot tous les ans, donc bon. Je pense qu'on peut s'en dispenser. On peut s'en passer, voilà. Vous pouvez, si vous avez envie de regarder le pilote, mais voilà, ça vaut pas le coup d'aller plus loin. Il y a beaucoup mieux à la télé actuellement. Dans ces 10 épisodes, clairement. Ouais. Il y a une autre série qui parle d'un mur qui sépare deux univers. Ouais, c'est la thématique. C'est le truc, je sais pas ce qui se passe. C'est Trépalium. Alors ça, vous l'avez peut-être vu chez nous parce que c'est passé sur Arte. Et petite série française, hein. Ouais. C'était une série de 6 épisodes et c'est un peu vraiment la même thématique, c'est-à-dire dans un futur proche, il y a tellement de chômage, 80% de la population qui est au chômage, que en fait, ils ont décidé de séparer les gens au chômage des gens qui travaillent par un immense mur et ils n'ont pas le droit de traverser. Donc d'un côté, les actifs sont limite robotisés parce qu'ils doivent travailler comme des malades pour ne pas se faire virer et vraiment mériter le fait d'habiter dans la ville, Aquaville. Et on ne sait pas trop ce qu'ils font d'ailleurs, c'est assez mystérieux leur type de travail, c'est très abrutissant d'ailleurs. Et de l'autre côté du mur, c'est les bidonvilles. Les bidonvilles, quoi, les non voulus, c'est les déchets de la société, vraiment. Ils sont complètement désœuvrés, ils sont dépendants de la ville qui leur fournit des espèces de rations, mais ils sont assez. C'est totalement déshumanisé. C'est le ghetto, en fait. C'est le ghetto. Déshumanisé, ils n'ont pas. En gros, si t'as pas de travail, en fait, tu n'es rien. Tu n'as pas de travail, tu n'es rien. C'est ça le principe de la série. D'ailleurs, le titre de la série, Trépalium, ça veut dire travail. Ils ont une espèce de scène d'introduction très longue qui explique ça très clairement. Donc, si vous n'avez pas fait le latin au collège, ça veut dire travail. Okay. Mais travail, genre torture en fait. Oui, c'est torture. L'origine du mot, c'est torture. Et donc, dans tout ça, en fait, il y a une histoire politique derrière, une espèce de coup politique. La première ministre va décider que certains non-actifs vont avoir le privilège, quand même, de venir travailler en ville en tant que, on va dire, serviteurs de certaines familles qui travaillent. Et donc, ils vont organiser une loterie. Coucou Hunger Games, avec 10 000 personnes qui sont sélectionnées pour aller bosser là-bas. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a une jeune femme en fait qui va arriver dans une famille. Et le problème de cette famille, c'est que la maman, la femme de la famille disparaît. Et le mari va demander à cette non-active de travailler pour lui en remplaçant sa femme. Qui bizarrement a... Qui sont donc... qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau parce que en fait c'est la même actrice qui joue Léonie Simaga, elle s'appelle. Donc elle joue en fait 2 rôles et voilà, c'est à partir de là il va y avoir plein d'interactions avec les hommes, de la résistance, des choses comme ça. Et alors moi c'est une série finalement que j'ai assez bien aimée mais pas tout le temps. C'est-à-dire que je trouve que l'idée de départ est hyper intéressante. C'est hyper original. Vraiment, c'est... Puis en plus, alors déjà sur une série française, de faire déjà de la SF, c'est cool. En plus, l'idée de se servir d'un problème réel de notre société, c'est-à-dire le chômage, en exagérant, en se disant qu'est-ce qui pourrait se passer, comment ça pourrait mal tourner, c'est juste génial. Et ce qu'ils en ont fait, c'est assez décevant quand même, il faut dire qu'il y a un problème. L'idée originale, l'univers original est vraiment recherché, mais il y a une grosse production, la production est vraiment de qualité, c'est ça qui m'a chopé, tous les décors sont fantastiques, les CGI, donc les intégrations, les fonds verts, c'est vraiment ça marche bien, top. Et pourtant ils n'ont pas un budget fou, en plus, quasiment. Mais il y a un bon savoir-faire français, je suis content vraiment que ça soit utilisé vraiment dans une série française, parce qu'il y a beaucoup de choses bien en France. Malheureusement, comme tu dis, passer ça ne fonctionne pas.
Moi, ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai d'abord été incroyablement choqué par le jeu abominable des acteurs, mais abominable. Je comprends pas ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est eux qui sont mauvais ou si ce sont les réalisateurs qui ne savent pas diriger leurs acteurs, mais ça ne fonctionne pas. Y a un gros problème. Tout va de travers. C'est jamais le bon ton qui est employé quand ils discutent. Le rythme n'est pas bon. L'autre, soit il dit sa réplique trop tôt, l'autre il dit sa réplique trop tard. Il y a un truc qui va pas quelque part. Ouais. Et du coup, ça te pète tout le truc. Alors pas tous, mais c'est vrai que quand même. Moi, j'y crois pas une seconde. T'as tout qui sonne faux. La vice-présidente, moi j'ai cru que j'allais. Qu'est-ce qui se passe? Elle a un accent déjà, donc elle est un peu étrangère. Ouais, elle est étrangère. Attends, je sais plus. Je crois israélienne ou un truc comme ça. Mais tu fais quelque chose là. Je sais plus son nom, désolé, mais le truc c'est qu'en fait c'est une très bonne. Moi je connaissais pas du tout, mais en fait c'est vraiment une grande actrice, genre une très bonne actrice qui a eu des récompenses, qui a fait plein de rôles et tout ça. Et dans la série, mais moi j'ai un problème, c'est que quand elle parle français, je ne comprends pas ce qu'elle dit. Et une vice-présidente qui te fait un discours, machin, pour un peu que la foule réagisse et tout ça, comme ça, avec du français que tu ne comprends pas et des trucs qui sonnent faux, bah non, ça casse le truc direct. Ça casse quoi. Tout le truc, tout le monde parle mal. Du coup, ça te casse l'immersion, ça te donne un bon univers, mais quand tu veux commencer à t'investir après dans l'histoire, dans les personnages, mais t'as un mur. T'as un mur qui te bloque. Finalement, tu peux pas aller plus loin. Parce que je voulais quand même savoir ce qui se passait. Moi, je me suis endormi pendant l'épisode 2. J'ai vu un bout du 3 et je suis pas allé plus loin. En fait, j'ai fait non, mais je peux pas. Non, ça t'a pas. Moi, ça me bloque là. Après, l'univers est original, mais comment dire, est-ce que ça valait vraiment le coup? T'as vu toute la saison ou pas? Est-ce que ça valait vraiment le coup de faire une série entière là-dessus? Parce que le prémisse est intéressante, et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas réussi vraiment à développer le truc plus que ça. Après, comme bon, c'est vrai que j'ai vu 2 épisodes et demi, certes, mais au-delà, j'ai pas ressenti ça, moi, dans ce que j'ai vu. Non, mais c'est décevant. En plus, la fin est décevante. La fin est décevante. Bon, donc, convaincu de pas regarder la suite. Ouais, c'est une belle tentative. J'ai trouvé qu'il y avait. Non, il y a des points pour l'effort, et je suis vraiment content qu'ils aient au moins essayé ça à la télévision française. Là-dessus, franchement, oui. Après, c'est vrai que bon, il y a. Quitte à se planter, au moins, il y a un effort qui est fait. Ils ont essayé quelque chose. Et là-dessus, il faut au moins jeter un coup d'œil à la série. Mais derrière, ça ne fonctionne pas plus que ça. J'espère que ça va peut-être encourager après d'autres essais. Parce que comme je dis, je pense qu'il y a un vrai talent là-dessus en France. On est vraiment capable de faire quelque chose d'intéressant. Ça serait bien que ce soit reproduit par la suite. Non, c'est clair. Et en plus, ils ont su faire avec peu de moyens des trucs. La production est vraiment top. Hein. Ils ont construit un univers crédible. Ouais. Ils ont tourné au siège du Parti communiste. C'est vrai. C'est pour ça la construction en 70. C'est ça. D'accord, les années 70. Ouais. Bon, voilà. Donc, alors là, je pense qu'on n'est pas. Moi, je pense que ça vaut le coup de regarder, voir ce que ça peut donner. Après, si vous n'arrivez pas à passer outre le jeu. Moi, je mets des points pour l'effort. Ouais, c'est ça. On met une gommette. Mais bon, il y a encore un petit peu de boulot dessus. Il y a du travail. Ouais. Mais j'y crois, Arte, ils vont réussir. Ils avaient fait quelques bonnes séries récemment. Je pense qu'ils vont y arriver. Non, c'est clair. Ok, je suis d'accord avec toi. Dernière série de notre top 3. Alors là, c'est une série qui n'est pas passée encore chez nous, mais qui fait quand même beaucoup parler d'elle, qui s'appelle 11/22/63, 11/22/63. Voilà. La fameuse date, si vous avez suivi un petit peu l'histoire américaine. C'est donc la mort, l'assassinat de John Kennedy. Kennedy. Voilà, le 22 novembre 1963. Les Américains font l'enfer. Ok, donc ça c'est une série de Hulu qui est diffusée toutes les semaines. Alors, Hulu c'est donc une plateforme de streaming américaine, donc qui diffuse en fait tous les épisodes qu'on voit aux États-Unis. En fait, après sur Hulu, c'est un peu une plateforme de rattrapage, plus ou moins, même si tu peux voir certaines séries en un bloc derrière. Donc comme tu dis là, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas comme Netflix où tu as toute la saison d'un coup, tu as un épisode par semaine. Donc il y a un petit côté un petit peu sérialisé derrière. Ce qui explique que nous n'avons donc pas tout vu. Voilà, on n'a pas tout vu. La série est en cours de diffusion. Voilà, là, à ce jour, on n'a eu que 3 épisodes. Donc, voilà, donc c'est une série en fait qui est une adaptation d'un roman de Stephen King. Et dans cette série, donc, on suit Jake, qui est un prof d'anglais qui a une vie, qui a divorcé, quoi, donc sa vie familiale est un peu compliquée. Et en fait, il va tout le temps dans un bar, un petit diner en fait, dans lequel un jour il voit le gérant lui apprend qu'il est sur le point de mourir, et il va lui révéler son plus grand secret. Et en fait, son plus grand secret se trouve dans un placard. Alors, je vois venir les petits coquins là, le coup du placard, mais c'est pas du tout ça en fait, donc c'est une série de science-fiction. Et donc, il se trouve que quand on rentre dans le placard, on se retrouve. Un armoire, non, c'est pas ça. Alors, ça c'est une armoire, ça aurait pu. On se retrouve donc en 1960.
Et là, donc le barman explique que tout ça, il a consacré sa vie à essayer d'empêcher l'assassinat de Kennedy en plus ou moins essayant de se débarrasser de Oswald. Voilà. Si tant est que ce soit lui qui a assassiné, parce que c'est toujours le même... Parce qu'il y a complot ou il n'y a pas complot. Complot, pas complot, coupable, pas coupable. Enfin, ça, c'est un truc... le jour qui a changé l'histoire américaine, c'est le 22 novembre. Ça, c'est clair et net. Hein. Donc là, l'idée, c'est que le problème du placard, c'est qu'en fait, on n'arrive qu'en 1960, mais un jour précis, et c'est toujours le même jour. Ce qui fait qu'il faut que Jake, une fois qu'il va accepter la mission de remplacer le patron du diner, va devoir rester pendant donc 3 ans au moins pour essayer d'approcher la date le jour J. Quoi. Et donc l'idée c'est qu'il va falloir qu'il se fonde dans la masse, qu'il se fasse oublier, qu'on ne voit pas que c'est un mec du futur. Hein. On a tous vu Retour vers le futur, si on n'est pas fringué correctement, on se fait choper. Donc voilà, le truc c'est que finalement la série ne parle pas tout à fait que de John Fitzgerald que de ça. En fait, c'est le fil rouge. Et en même temps, notre Jake, il va se dire, si je peux modifier un truc, peut-être que si je modifie autre chose... Certains événements, il veut aider des proches à lui. Aider des gens, voilà. Est-ce que je peux pas faire ça Et là, il appelle Hal son hologramme et on se rend compte que c'est pas possible en fait, parce qu'on ne peut pas changer le passé indéfiniment sans qu'il y ait des conséquences. D'autant plus que là, trouvaille de la série, ça s'est déjà vu, mais quand même, le passé va se rebeller, lutter contre Jake pour l'empêcher... repousser en fait. Le repousser, l'empêcher de réaliser quelque chose. Par exemple, on peut dire il va être malade tout d'un coup, du jour au lendemain, ce qui pourrait l'empêcher de se déplacer ou quelque chose qui va exploser à côté de lui. Oui, il y a certaines forces en fait, il y a des choses, mais il y a des forces qui peuvent être quand même... moi j'ai pas voulu tout spoiler parce qu'il y a des choses quand même assez graves qui peuvent se passer par rapport à ça. Et c'est donc, très Stephen King ça, les forces de l'univers qui rentrent en jeu derrière. C'est vraiment un aspect intéressant de la série. J'ai aimé aussi le moyen de voyager dans le temps, le trou dans le placard, c'est le phénomène naturel m'a plu. Il ne s'agit pas de construire une machine. Non, on n'est pas scientifique expérimental. C'est ça, ils vont pas non. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. J'avais peur en plus qu'il se noie dans les explications, qui est toujours un petit peu casse-gueule dans toutes les histoires de voyage dans le temps. Là, non, ça passe, il t'explique le truc. Le truc que tu n'as pas cité, c'est qu'en fait, s'il revient dans le présent, mais qu'il repart dans le passé, en fait, ça annule en fait, tous les événements. Ça efface. Ça efface tout, tous les événements qui ont eu lieu. C'est pas mal ça rembobine. Exactement, ça rembobine, donc il peut peut-être s'en servir pour oui, mais alors, la question c'est, qu'est-ce qu'il fout quoi? Pourquoi il revient pas? Ah, là je me suis dit, mais qu'est-ce qui se... Enfin bon, bref, c'est un détail, mais bon, bref. De toute façon, on n'a pas fini, je sais pas ce qui va se passer. On sait pas ce qui va se passer. Il y a 8 épisodes, donc on n'a même pas vu la moitié. Ça va 3 qui ont été diffusés. Mais c'est hyper intriguant. Le mystère est vraiment bien fait. Ouais. Le pilote fait 1h20, donc c'est un double épisode. Gros. Donc le pilote te pose le truc, il t'explique toutes les règles du voyage dans le temps, et donc il te donne, comme tu disais, le fil rouge qui va être de sauver Kennedy. Mais c'est vraiment moi le deuxième épisode qui m'a réellement convaincu, au moment où il va essayer de changer un élément du passé, où l'atmosphère devient vraiment beaucoup plus sombre. J'ai trouvé beaucoup plus oppressante. Et ça a vraiment plu. On est vraiment dans l'ambiance Stephen King. Vraiment moi, c'est pas tout à fait ça qui m'a... Alors moi, c'est le pilote qui m'a beaucoup plu. À part quelques lourdeurs j'ai trouvé qu'il nous expliquait un peu trop. Ouais, c'est ça, c'est un peu casse-gueule ce genre de... hyper didactisé le truc. Le mec, avec ses flashbacks du patron il s'appelle Al en plus. Oui, c'est ça. Ah oui. En plus, il s'appelle Al, du patron du diner qui revient, qui réexplique. Tu dois te raser la barbe parce que dans les années 60, les gens c'est ça, oui, ok, il faut que tu mettes un costume avec un chapeau. C'est un peu trop répété. On voit l'action, on n'a pas besoin de la voix off qui commente ce qui est en train de se passer. Bon, bref. Mais cela dit, ça m'a beaucoup plu. L'épisode 2, moins, j'étais un peu déçue. Et puis l'épisode 3, j'ai trouvé que... alors on va dire sans spoiler, le fait qu'il y ait une autre personne qui intervienne et qui commence à l'aider, ça pouvait le faire. Ça pouvait faire, ouais. Ça pouvait faire. Je sais pas ce qui va advenir de ce duo qui s'est formé dans l'épisode 3, mais je pense que c'est assez intéressant d'avoir une autre personne à gérer. C'est un autre point de vue en fait. Un autre point de vue, une autre façon de faire aussi carrément. Et que ça peut vraiment... ça crée bien le mystère, c'est vraiment accrochant comme ça. Complètement. Niveau cast, James Franco, la classe. La classe, hein. J'aime bien James Franco. Il est pas mal. Bon, après, il a pas
10 000 expressions faciales, hein, c'est un peu... Mais il convient plutôt bien au rôle, je trouve. Ouais. C'est un prof de littérature, c'est pas un super-héros qu'on voit dans le passé. Voilà, c'est ça. Non, c'est un monsieur tout le monde. Dans la masse, pardon. Ils se font dans la masse et c'est ça qu'on lui demande. Donc en même temps, on peut pas lui dire... d'avoir une intensité dramatique et tout ça. Pas non plus, Non, il fait bien le job et il est convaincant. Vraiment. C'était ça qui m'a apporté. Complètement. Moi, celui que j'ai trouvé génial, c'est le patron de bar, là, Chris Cooper. Chris Cooper, j'adore cet acteur. Super. On a vu aussi Cherry Jones, qui était la présidente dans 24. Oui, tout à fait. Qui apparaît à l'épisode 3, je crois. Donc il y a quelques... Bon petit casting. Bon petit cast et... j'ai l'impression qu'on va être bon là sur cette adaptation de Stephen King parce que c'est pas toujours... C'est vrai qu'elles ont été un petit peu malmenées, hein, les adaptations de Stephen King. Ça pique un peu, mais... À la télévision, là peut-être qu'on tient la bonne. Peut-être. En tout cas, parmi les 3 épisodes qu'on a vus, c'est suffisamment accrochant pour nous avoir donné envie vraiment au moins de voir toute la saison. Je suis d'accord. Donc voilà, Stephen King on valide. Ouais, on valide. Voilà. Si la série est retenue dans les top 3, je pense que c'est celle-ci. Oui, je pense qu'on a fait quand même on est parti du plus compliqué, on va dire. C'est ça, on a monté un petit peu en grade. Donc on espère qu'on vous a donné envie de découvrir ces séries SF. Et tout de suite, on va passer à la grosse partie, gros dossier de notre émission, avec donc un gros dossier sur X-Files avec 2 guest stars exceptionnels. Alors, bougez pas. Et donc, pour parler d'X-Files, il nous fallait pas moins de 2 agents du FBI supplémentaires pour résoudre les mystères de cette saison 10. Donc, Dana Scully, Fox Mulder, enchantés, en exclusivité mondiale. Ils sont pas très bavards, mais bon, après... Non, ils se la pètent un peu quand même avec leur pause et tout. Je pense qu'ils ont un peu peur de ce que je vais dire sur la saison 10, donc ils osent pas trop faire les kékés, là, tu vois, ils sont là, ils nous observent. Je les vois un peu, genre le cigarette smoking man de l'émission, dans le coin, en train de regarder ce qui se passe. Parce qu'effectivement, nous allons donc parler de la saison 10. On l'a vu. Et on n'est pas sorti indemne, en tout cas. C'est ça. Il y a des choses à dire, c'était un peu compliqué. Donc elle a commencé le 24 janvier aux US et le 25 février sur M6 déjà. Ouais. J'applaudis une fois, parce que je ne vais pas applaudir la deuxième fois M6. Le temps est donné déjà, le temps la séquence est donnée. Et donc, si tout va bien, on va dire que vous avez vu vous aussi les épisodes. Bon, on dit spoiler parce que là on est obligé. Voilà. Mais en tout cas, on espère que vous avez vu ces épisodes, sinon passez un petit peu et revenez nous voir plus tard quand vous aurez vraiment vu toute la saison. Donc, on revient tout de suite sur le premier épisode. C'était My Struggle, aux frontières du réel. Oui, aux frontières du réel en VF. Le titre en VF. Bon, après la VF, on la connaît, c'est ça. Ça va pas chercher très loin. Et voilà, et Mulder et Scully se sont retrouvés. Ils sont de retour. Et ils sont la bise. Ouais, c'est ça, parce qu'ils sont séparés en fait. Ouais, il s'est passé pas mal de choses pendant ces 10 ans, mine de rien. Ouais. Même s'il y a eu un film entre-temps qu'on aimerait bien l'oublier, c'est quand même ce film qui était pas terrible. Ouais, 2008, donc... le film, non 2008, oui, c'est possible, c'était le deuxième entre les deux. Et donc, depuis, ils se sont séparés. Ouais, donc voilà, donc ils étaient ensemble, ils avaient un enfant, ils s'appelaient William, finalement. Quand la série démarre, quand cette saison démarre... Bouge pas les oreilles, je t'en prie. S'il te plaît, c'est pas possible. Non, parce qu'on en a un ici qui est encore à la saison 1, donc... 3. Ah, t'as avancé, c'est bien. Oh là là. Bon, on est en train de le spoiler méchamment, notre pauvre Jeff de la régie, c'est moche. C'est ça, ouais. Donc je disais, cette saison 10 démarre. Oui. Donc Mulder et Scully sont séparés, ils ne sont plus ensemble, et surtout ils n'ont plus William, qu'ils ont voulu cacher, un petit peu pour le protéger, donc il a été passé dans une famille. Donc ils se parlent encore, mais ils sont plus ensemble. Mais le destin va les réunir sous la forme de Walter Skinner. Oui. Ouais, c'est ça, c'est lui. L'entremetteur. C'est l'entremetteur qui demande de revenir pour enquêter, donc rouvrir les affaires non classées, parce qu'il y a donc un présentateur américain. Tad O'Malley, donc. Tad O'Malley, ouais, je cherche ça, j'allais dire Bill O'Reilly, mais en fait c'est son clone. En fait. C'est son inspiration originale. Oui, joué par notre cher ami de Community, j'ai oublié son nom, mais ça y est. C'est Jeff Winger. Jeff Winger de Community, c'est horrible. C'est horrible les trous comme ça, les blancs comme ça. On connaît que lui. Donc, voilà, donc qui est donc un présentateur américain très conservateur et très conspirationniste, on va dire, mais qui quand même connaît son sujet, ce qui va un petit peu le rapprocher de Mulder. Donc il va leur présenter quelqu'un qui aurait été enlevée par les extraterrestres. Donc, c'est une femme qui s'appelle... C'est la jeune femme qui s'appelle Svetna. La photo.
et sur qui on aurait fait des expériences, bon, en particulier lui enlever son enfant. Donc ça va un petit peu déjà réintroduire la mythologie au public. Des enlèvements et tout ça. La mythologie des enlèvements, ouais, c'est ça, des vaisseaux et tout ça. Et ça va un petit peu donc réintroduire aussi les personnages dans les affaires non classées. Par magie. Par magie, un petit peu. J'ai l'impression qu'il fallait trouver quelque chose. En fait, moi, mon gros problème, c'est qu'à la fin de la série, donc, ils avaient annoncé donc la date de l'invasion qui donc était en 2012, la fameuse date de la fin du monde en 2012. Ouais. Et donc là, on arrive en 2016, il ne s'est rien passé. Et qu'il fallait trouver quelque chose, en fait. C'est con, quand même. Qu'est-ce qu'on fait, merde? Il rien passé. Il faut trouver un truc maintenant pour raccrocher. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir inventer? Bon, alors en fait, finalement, l'invasion, si elle ne s'est pas passée, c'est parce qu'il y a eu des forces qui ont joué, finalement, les extraterrestres n'ont pas réussi. Ils sortent les rames ou pas? Ils sortent carrément les rames, ils ne savaient pas quoi faire. Trouver leur truc. Ils vont un petit peu raccrocher tout ça un petit peu à notre monde moderne, donc avec les histoires de réchauffement climatique, les différentes guerres qui se passent, qui finalement tout est lié, tout est fait exprès. C'est un espèce de gloubi-boulga, j'ai envie de dire, une grosse soupe qu'ils font, qui mélangent un petit peu pour. Je crois qu'ils sont allés sur un site qui doit s'appeler conspiracy.net et ils ont tout pris, ils ont mélangé, ils ont fait ok les mecs. Alors les gars, voici notre nouvelle mythologie. Tout ce qu'on vous a dit avant était faux. Était faux, donc vous savez, tous les 9 saisons que vous avez vu le complot, en fait, non, vous pouvez oublier tout ça. Les abeilles. Vous pouvez oublier, en fait, maintenant il s'est passé ça, ouais. Voilà, c'est un peu ça. Donc j'étais un petit peu catastrophé dans cet épisode. Je l'ai vu avec un pote, on s'est regardé, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? Parce que déjà, t'as tenu 9 saisons, je dis bien tenu, parce que... T'as suivi pendant 9 saisons et t'as subi les dernières, surtout. C'était rude, quoi. Ouais, fallait suivre le truc, hein. Mais on y arrivait, donc on attendait tous avec impatience. Et voilà. La mythologie, mais... C'est ça, c'est vraiment raccrocher les wagons et tout ça, Louis Boulquin. En plus, c'est balancé dans des espèces de longs monologues de Mulder, j'ai été obligé de me le faire en 2 fois. Pour vraiment tout suivre, et finalement tu comprends qu'il n'y a pas grand chose à suivre au final. C'est un petit peu ça. Donc, et la soucoupe volante. Oui, c'est ça. Qui est montrée. Qui peux voir la soucoupe, Jeff, s'il te plaît? Ouais. Juste pour. Tout ce qui était un petit peu mystérieux avant, en fait, c'est un petit peu suggéré. Ah là, c'est. Là, c'est fini, il te montre le crash directement, c'est le crash. Et même l'alien après. L'alien directement. Alors, est-ce qu'ils ont voulu faire plus moderne, entre guillemets, ils pensaient peut-être. Après, il est bien fait, il n'y a pas de problème niveau réalisation. Ouais, les effets spéciaux sont top, la production, la réalisation, c'est nickel. Est-ce qu'ils ont voulu faire peut-être plus moderne, parce qu'ils pensaient que le côté un petit peu plus mystérieux, plus en teasing, ne fonctionnerait plus de nos jours? Peut-être qu'il fallait. Donc là, ils ont mis tout de front. Il fallait tout dire et tout montrer. Tout dire et tout montrer pour accrocher tout le monde, sauf que ça ne fonctionne pas. Je crois que j'ai rarement vu quand même un épisode de série. Alors c'est pas un pilote, parce que c'est la suite, mais un truc aussi bavard. C'est hyper bavard. Incroyable quoi. C'est le gros problème d'ailleurs de tout. C'est une série de network, c'est pas le cas. Ça parle. Alors mon petit Mulder, je l'aime bien, mais quand même, il m'a un peu... non franchement. Non, mais c'est hyper bavard. Et encore, le premier épisode, c'est pas le plus bavard. Parce qu'en fait, le premier épisode, c'est une première partie, donc comme disait My Struggle, et la seconde partie est donc le dernier épisode de la saison. Donc c'est vraiment les 2 épisodes mythologiques. Sont donc le 1 et 6 en fait marchent ensemble. Et au milieu, il y a les épisodes indépendants, on va y venir après dans un second temps. Marchent ensemble, ok? On a bien fait de mettre le spoiler, parce qu'il faut expliquer, c'est tellement une structure différente de ce qu'on connaît de X-Files, même par rapport à une saison, parce que finalement c'est une mini-saison, il y a 6 épisodes. Il faut expliquer. Après la saison, c'était que le premier épisode de la saison, généralement, est fort mythologie. Après, tu as d'autres épisodes mythologiques vers le milieu, à peu près, qui correspondaient souvent à la coupure hivernale. Et après, tu terminais vers la fin par encore un épisode mythologique. C'est à peu près la structure des. Oui, avec parfois des doubles ou des triples épisodes. Des doubles et triples épisodes, pas non plus perdre le spectateur que des l'honneur. Là, non, pas du tout. Le premier mythologique, le dernier mythologique, et les 4 donc, du milieu, ça fait 6, les 4 du milieu sont des l'honneur. Ils sont quasiment pas reliés, à part le second, très légèrement. Et finalement, tu découvres que le second, en fait, a été tourné, était prévu au départ pour être le 5e, je crois. Ouais, en plus. La structure est un peu ratée. Donc voilà, tout ça pour dire que donc, le dernier épisode, c'est l'épisode mythologique. Et on parlait d'épisode bavard, il est extrêmement bavard. En fait, il se passe quasiment rien. Il t'explique en fait ce qui se passe à l'écran. Tout le monde fait des monologues ou des dialogues pour te répéter ce que tu vois à l'écran. Il se passe rien. Sauf que si tu veux, le premier épisode,
c'est centré sur Mulder, donc c'est Mulder qui est bavard. Ouais, c'est ça. Et le dernier épisode, c'est centré sur Scully. C'est ce que je dis pas. Mulder, il fait quasiment rien. Et en même temps, il peut pas. Oui, il peut pas, mais normalement, t'as de l'action. Et donc, l'action se parle par l'action, je veux dire, pas forcément par le bavardage. T'as pas non plus le duo Mulder et Scully, finalement. Non, ils sont séparés. Dans le dernier épisode, c'est un peu ce qu'on attend, quoi. Ben oui, c'est ça, c'est X-Files, j'ai envie de dire. C'est à la base, c'est une histoire... Enfin, pour moi, c'est une histoire de personnage. Parce que là, la mythologie m'ont perdu. Hein. C'est clairement, ils m'ont complètement perdu avec leur stupide twist. Le twist, ouais. Je vais dire ça, j'allais dire un mot un peu plus vulgaire, mais ils m'ont vraiment perdu sur ce coup-là. Tout ce qui rattrape la série, ce sont les personnages. Et ils arrivent à nous faire, sur 6 épisodes, le dernier épisode où ils sont même pas ensemble. Ils sont pas ensemble, c'est pas normal. Non, mais... X-Files, c'est Mulder et Scully ensemble qui enquêtent. Voilà. Et sauf que là, non, ils sont pas ensemble et... Ça ne fonctionne pas, c'est hyper bavard et ça ne marche pas. L'épisode, c'est un peu consternant vers la fin. Bon, donc on dit que la mythologie ne fonctionne pas trop dans cette saison-là. Donc il y a des épisodes indépendants qui, je crois, mettent aussi la marque de fabrique de X-Files. Non, clairement. Donc des épisodes indépendants, tu as des épisodes vraiment très, très légendes urbaines, des épisodes qui faisaient peur, et tu avais quelques épisodes humoristiques, comme très très réussis dans l'ensemble. En général, oui. En général, oui. Ah, ouais. Donc c'est un peu ce qu'on va retrouver là, sauf que pour moi, il y a trop d'épisodes humoristiques, je trouvais. Ah bah oui. Et moins d'épisodes. Au prorata du truc. Au prorata, c'est un petit peu ça. Moi, X-Files, c'est censé me faire peur. C'est comme ça que je regarde X-Files, j'aimais bien avoir peur. C'était quand même flippant, X-Files. C'était vraiment de la suggestion. Mais ils ont repassé l'épisode, parce que sur M6, ils ont diffusé. Donc, chaque soirée, tu as 2 épisodes de la saison 6. Et après, tu as un marathon X-Files où ils te passent d'anciens épisodes et tout ça. Donc, ils n'ont pas repassé Tooms. Mais j'ai flippé devant Tooms comme si c'était la première fois. Alors que ça n'a pas été le cas pendant cette saison. C'est clair, c'est clair. Et c'est avant tout aussi une série d'ambiance. C'est une atmosphère. Mais tu n'as pas. Tu ne ressens pas ça. Pas. Déjà, le premier épisode, bon, il se passe même pas dans une petite ville, c'est New York. Oui, c'est New York. Ouais. Ou Washington. Non, New York ou Washington, je sais plus. Peu importe, une grande ville, quoi. Et comme on va sur notre carte des États-Unis, derrière, on va toujours dans les petites villes, il faut qu'il y ait des ambiances. Ouais, voilà, il y a un côté il faut qu'il y ait du noir, il faut qu'il y ait du sombre. C'est un road trip et tout ça, c'est l'Amérique profonde. Déjà, ça, tu l'as pas. Les grands paysages et tout ça, les forêts. Bon, c'était les forêts de Vancouver. Même quand ils ont pris, même quand ils tournaient pas à Vancouver, t'avais quand même un peu. Voilà, c'était l'esthétique, l'atmosphère du size. Ça, c'est l'histoire de la série. Ils ont perdu un truc quand ils sont partis de Vancouver. Mais ça, après, bon, c'est. Oui, ils ont bougé à Los Angeles après pour tourner et tout. Mais c'est un détail, ça, sur le coup. Mais sur cette saison 10, mais oui, on n'a pas ça. On n'a pas ça. En fait, on n'a pas grand-chose, quoi. Ça fait pas X-Files. Bah ouais. Globalement, ça ne fait pas X-Files. C'est un peu une autre série qui a quand même certaines qualités. Moi, j'ai certains épisodes que j'ai appréciés. Je sais que toi beaucoup moins. Oui. Mais par exemple, l'épisode 2, j'ai quand même certaines parties de l'épisode 2 que j'ai appréciées. Oui. Les épisodes humoristiques dans l'ensemble m'ont plu. En particulier l'épisode 3. Moi, j'ai beaucoup ri à l'épisode 3. J'ai aimé le twist, j'ai aimé le côté un peu décalé. Non, je sais que je suis presque la seule à pas avoir aimé l'épisode 3. Ah, ça m'a fait marrer. Moi, ça m'a pas fait rire. J'ai trouvé ça bête, mais bête. Moi, j'étais dans le trip, je savais que j'étais là pour rigoler pour l'épisode. Mais il y a eu beaucoup d'épisodes débiles quand même dans X-Files. Oui, mais ils étaient. Alors, écoute, je sais pas, mais les épisodes bêtes, enfin débiles comme tu dis dans X-Files, il y avait toujours une histoire. Très très humoristique. Il y avait toujours un truc derrière, il y avait toujours une vraie enquête. Là, l'enquête, c'est du flan. Là, moi, j'avais l'impression qu'on m'a mis un épisode, on s'est dit. Bon, en fait, c'est Darin Morgan, donc c'est le scénariste qui est spécialisé qui en fait ne sait écrire que des trucs comiques. Il ne sait pas. Ça. Et d'ailleurs, il a été embauché pour ça parce qu'il n'a pas réussi à faire d'épisodes, on va dire, classiques d'X-Files. Bon, donc il est là, c'est son truc. Ok, mais à chaque fois, il y avait quand même une enquête. Là j'ai l'impression qu'il s'est dit, on va mettre plein de trucs comiques pour que ça marche. Et une succession de gags comiques en fait. Il y a beaucoup de gags, ouais. C'est presque comme si tu avais une sitcom et on te mettait un truc et après on enregistrait derrière, tu vois, où on te fait « Eh les mecs, j'ai mis un truc là, vous allez rire, hein, c'est hyper drôle. » Moi mais c'était drôle, c'est ça le truc. Moi ça m'a fait rire. Et après tu dis qu'il n'y a pas l'histoire dans cet épisode 3, mais j'ai trouvé que le vrai thème de l'épisode c'était Mulder qui perdait la foi. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. La crise de foi. C'est la crise de foi de Mulder, oui. Non, ça c'est Tooms. Mais bon, mais oui, non, c'est ça. Comment il se remotive en rencontrant... Il fallait un monstre pour... Un monstre, en fait, que finalement, tu sens qu'on croyait était vraiment... Mais le monstre... C'est vrai. T'es en train de me dire, le monstre, il faut qu'il fasse peur, tu vois. Et là, non, en fait.
C'était un mélange des deux. Mais il faisait pas peur, il était ridicule. Mais c'était assumé dès le départ que c'était pire que les monstres de Doctor Who. Ça y est, là, l'insulte. L'insulte est lâchée. Mais non, c'est vrai. Non, c'était drôle, c'était décalé. Par exemple, tu as vu l'épisode Faux frères siamants? Oui. Tu vois lequel avec les monstres de foire et tout? Ouais, oui. Il est génial. Oui, il est génialissime, c'est Darren Morgan qui l'a fait. Oui, mais tout ce Darren Morgan était très bon. Hein. Il est très drôle, en même temps, il est dégueulasse quoi. C'est le gars, il a fait... Non, en fait, t'aurais aimé qu'il y aurait, en plus du côté humoristique, beaucoup plus d'horreur en fait dedans. Oui, en fait, un monstre, un vrai monstre, pas qui interagit avec Mulder. C'est genre, t'es un monstre, mais non quoi. Mais moi j'ai apprécié ce twist. Je veux pas que Mulder il parle avec des monstres et qu'il devienne pote avec un monstre. Mais c'était ponctuel, tu vois. J'ai pas envie que la série donne comme ça. C'est pas ça. Mais pour le coup... Moi je veux bien rire, mais pas. Enfin, je veux quand même qu'on me montre un truc, horrifique quoi. Enfin, horrifique. Un vrai monstre derrière. Ouais, peut-être. Ça m'a pas fait. Moi ça m'a fait rire. Et donc l'épisode suivant. Là, je ne peut-être plus d'accord. L'épisode suivant avec le Trashman, celui-là était beaucoup plus réussi. Là en revanche, je suis d'accord avec toi. Il y avait un vrai truc. Oui. Il y avait une partie humoristique un peu macabre en fait. C'était sarcastique sur notre société pour le coup. Je crois que c'est le seul que j'ai à peu près aimé. C'est peut-être le meilleur de la saison. Ouais, je crois que c'est celui. Il n'était pas ouf, mais au moins il y avait un monstre qu'on voit pas au départ qui est pas tout de suite montré, parce que ça aussi c'est un vrai problème je trouve dans cette saison. Donc on montre tout direct. Beaucoup de choses, hein. Au début c'est suggéré. Par rapport à des meurtres sont commis, on voit juste un tag sur un mur. Ok, donc tu fais une vraie enquête, tu fais une autopsie. Faut pas oublier quand même que Scully c'est une médecin légiste. Enfin médecin. Mais une autopsie dans l'épisode 2. Ouais, médecin, pas médecin légiste. Mais en tout cas, c'est elle qui fait les autopsies dans le truc. Ils enquêtent, t'as l'impression, tac, on n'a rien fait. Bon, là, dans l'épisode 4, il y a ce monstre, machin, il y a l'autopsie, il y a une vraie enquête, il y a des questions qui sont posées. Bon après, quand on voit après le monstre, on le voit super en gros plan. Alors peut-être qu'ils se sont dit ouais, on a plein de sous, maintenant on peut faire un truc. Un peu ça, du coup ça fait pas peur. Mais tu te dis ouais, c'est bien fait quoi. Non, c'était bien fait. Hein. Mais c'est pas une histoire extraordinaire, mais je trouve que ça respecte plus l'esprit que le reste. C'est pas un très bon épisode X-Files, mais c'est un épisode, je veux dire correct. Oui, c'est correct. Hein. Attendez, X-Files ça n'a pas tant été déchiré. Voilà. Moi, il y a des épisodes que j'aime pas du tout dans X-Files et que j'ai pas envie de revoir d'ailleurs. Voilà, c'est. Tout à fait. Il y a tellement d'épisodes aussi. Enfin, sur 200 épisodes, tu peux pas non plus. Mais bon, voilà. Ça... Ok, le 4, c'est le seul point que je donne. Ok, tu donnes. Merci d'accord avec ça. Un point. Épisode 5. L'épisode 5, là, on est d'accord. Est-ce que tu aimes les cowboys? Alors. Comment ça se passe? J'ai l'impression un petit peu que cet épisode 5 était un peu... Ils ont justifié l'épisode. Ils sont partis en fait de la scène de trip de Mulder, donc la scène qu'on voit à l'écran. Je pense qu'ils sont partis de ça. Si on faisait un truc totalement débile, je pense que David Duchovny a été un petit peu impliqué là-dedans, parce que lui, il aimait mettre en avant le côté humoristique de Mulder. C'est une des raisons aussi pour laquelle il a quitté la série, parce qu'il supporte n'importe quoi. Il supportait plus ça, donc je pense qu'ils sont partis de ce trip. De ce trip de Mulder, ils ont construit un petit peu l'épisode autour. Peut-être. C'est ça le problème, parce que l'histoire est... Parce que c'est la partie la plus réussie. Sauf que le reste est totalement raté. Donc c'est une histoire de terroriste, on est en plein dans l'Amérique. Oh là 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 là, en plus le cliché. Mais c'est hyper cliché, tout est hyper cliché. Le terroriste est cliché, les agents donc, des services secrets sont hyper clichés, sont hyper méchants. Je comprends pas quel est le propos en fait derrière. C'est ça qui m'a choqué. Je m'attendais à quelque chose un peu de réfléchi, j'ai envie de dire, tu vois. Un vrai propos, sauf que ça ne fonctionne pas. Non, carrément pas. Non, pas nos agents, là du coup c'est aussi l'occasion de revoir les nouveaux agents. Oui, voilà. Donc, voir les nouveaux agents. Au sein de cet épisode-là, donc il y a 2 nouveaux agents du FBI qui apparaissent. Alors, tu peux les montrer, Jeff? Einstein et Miller. Non, c'est Einstein, c'est la fille. Ouais, Einstein, c'est la fille. Ouais. Alors, Miller, c'est Robbie Amell, le frère de Stephen Amell. De Stephen Amell, qui joue aussi dans Flash. C'était pas dans le film Barbie, je crois, non? On l'avait pas. Alors, là, je peux pas te dire. C'est Ken dans Barbie et Ken à la campagne, non? Je sais pas, là, tu m'as perdu. Hein. Non, je sais pas. C'est aux frontières du réel, mes blagues. Et par contre, Einstein, c'est Lauren Ambrose de Six Thunder. Ah, j'adore. Alors, elle, je l'adore, mais là, bon. Là encore, on comprend pas en fait pourquoi ils sont là.
Alors, il y avait eu des rumeurs au départ que ces nouveaux agents devaient apparaître pour faire ensuite un spin-off derrière. Sauf que c'est des facsimilés, c'est des copier-coller en fait de Mulder. C'est les mini Mulder et Scully. C'est même ultra cliché, c'est l'épisode du cliché en fait. Et alors en plus, le truc bizarre, c'est qu'en fait ils les rencontrent, ils doivent enquêter ensemble et tout ça. Et donc Einstein, la fille, donc en plus rousse, qui est rouge, la méga sceptique. Elle est plus sceptique que plus sceptique que Scully presque dans le pilote. Et Miller, c'est le croyant. Et en fait, moi je pensais au extrêmes, moins, en fait. Je sais pas, je me suis dit, quand j'ai vu leur tronche, avant qu'ils parlent, je me suis dit, ils vont avoir inversé la blague. Là, c'est la fille qui va être à fond dans les extraterrestres, dans le complot, et le mec qui va être. Ben non. Ils ont dit, c'est les mêmes. En fait. C'est les mêmes, et bon, alors c'est. Comment dire, c'est tellement appuyé que ça n'en est pas marrant. Non, ça aurait pu marrant, être un peu d'ironie en se disant, ah ouais, ils sont pareils, ils font des petites touches, mais là, c'est. Ça ne marche pas. Et le pire, c'est qu'ils poussent Mulder et Scully vraiment dans leur côté les plus clichés possibles. Mulder, il part dans des délires complètement conspirationnistes. Ok, en 10 saisons, enfin, en 9 saisons, on n'avait jamais vu ça. Oui, puis le fait qu'ils prennent cette hallucination là. Ils prennent des champignons pour faire un truc. La scène qu'on a vue, c'est lui qui choisit, enfin, même pas qui choisit, qui oblige. Qui pense que prendre une drogue hallucinogène va l'aider à rentrer. Le mec, non, mais attends, Mulder, je t'aime bien. Mais on en parle que t'es agent du FBI ou comment ça. Enfin, le mec il se dit je suis agent du FBI, on m'a fermé les affaires non classées parce que je respectais pas les règlements et que je faisais chier tout le monde. Et si je prenais un truc hallucinogène pour résoudre une enquête. Logique, ouais. Putain, mais là. On n'est plus dans. Comme on le disait, c'est plus X-Files. Et même, encore une fois, Mulder et Scully ne sont pas ensemble. Ils ne sont pas ensemble, ils sont séparés, ouais. Bordel, il faut qu'ils soient ensemble. Ils ont pris un jeune en vieux pour faire leur truc, mais et partir dans leur délire sur un truc complètement con. Parce que la Scully et l'autre, avec leurs ondes cérébrales. Et le truc qui est abandonné en cours de route, putain, ils disent on va essayer ça, et puis 2 scènes plus tard, en fait, ils se font plus référence. Donc c'est bon. Tout pourri au possible. Je sais pas. Ou alors, David Duchovny voulait pas venir, ils lui ont dit attends, je te jure, on va te filer une scène de ouf où tu vas faire le con comme jamais. Je pense qu'ils l'ont convaincu avec le côté comique. C'est ce que lui, il voulait jouer de toute façon. Bah ouais, mais... Donc peut-être qu'il aurait accordé ça. Qu'il fasse une sitcom, quoi. Enfin, je sais pas, à un moment donné, s'il a envie de jouer du comique, qu'il fasse autre chose. Quoi. Oui, mais c'est ça, qu'il peut faire d'autres séries que ça. Mais l'épisode de la consternation, j'ai envie de dire. C'est ça, c'est pas la conspiration, c'est la consternation. Consterné par cet épisode. Ouais. Donc ça ne fonctionne pas. Ce qui est horrible, c'est de se dire que quand tu vois cette saison et qu'il y a 6 épisodes, et que chaque fois que tu avances, tu te dis ouais, j'espère que le prochain sera mieux quand même. Et qu'à chaque fois, c'est encore pire. C'est pas possible. Je sais pas, il manque un truc. Mais je comprends pas. J'ai du mal un peu à l'expliquer parce que j'ai l'impression que tout le côté créatif original de X-Files, ils sont là. Il y a les 2 acteurs, il y a Chris Carter, il y a Darin Morgan. Bah, il y a même les auteurs. Mais justement, Chris Carter, il disait dans une interview qu'en fait, il était presque embêté parce qu'il y avait tellement de scénaristes de X-Files qui voulaient revenir, et même d'autres acteurs, qu'en fait, il pouvait pas, en gros, satisfaire tout le monde. Donc, il a un peu pris tout le monde. Bon, alors pas Frank Spotnitz parce qu'il était sur The Man in the High Castle, mais les autres sont tous revenus. Plus Chris Carter qui lui aussi écrit les épisodes, enfin surtout qui écrivait les mythologiques. Mais sauf que Spotnitz aussi, donc à un moment donné, t'as l'impression que Carter il est parti tout seul en live sur sa mythologie, entre parenthèses. Et donc, si tu veux, il prend tous les mecs qui ont écrit pour X-Files sont venus, et ça fait une espèce de gloubi-boulga avec des trucs. Enfin, c'est sans qualité, il manque une ligne directrice. Et tu ne peux pas faire ça sur 6 épisodes. Tu ne peux pas. Ça fonctionne pas. Et par rapport aux personnages secondaires. Monica Reyes. Ça sert à rien, Monica Reyes. Ça sert à rien. Pourquoi Monica Reyes Ils l'ont ressorti. En plus, ils ont changé son personnage. J'ai l'impression. Je sais pas trop, j'ai pas trop compris en fait. J'ai pas compris ce qu'elle faisait, mais. Et même il y avait. Comment il s'appelle celle qui joue Covarrubias. Nadia Covarrubias. Non, Monica. Non, Monica c'est l'autre. Je sais plus quoi. Ah, je sais plus. Bon. Bref, l'autre Covarrubias, elle a appelé Chris Carter pour venir jouer dans la série.
Et en fait, ils n'ont pas réussi à mettre le personnage. Mais heureusement, ils auraient en plus rajouté. Mais t'écris pas une série pour faire repousser. Marissa, non Marissa Covarrubias. Marissa. Je confonds avec Marissa. On a retenu le Covarrubias quand même. Arrêtez de New York Media Social. Marissa Covarrubias, je crois. Bon, si on s'est trompé, vous nous excuserez, c'était il y a longtemps. Ouais. Bref, donc voilà, tout le monde appelle. T'écris pas une série pour satisfaire tes potes. Mais c'est ça. Je sais pas. Mais si. Tu écris c'est de la fiction, tu as une ligne directrice. Alors, est-ce qu'il a fait ça pour. Il n'a pas pu refuser à ses réalisateurs et à ses scénaristes surtout de revenir. Là, c'est même plus du fanservice, c'est du fun service. Et le fanservice, il y en a, mais à tous les étages aussi, quoi. Le I Want to Believe balancé à toutes les sauces, j'en pouvais plus. Ah, mais le pire, c'est que c'était pas comme ça avant. Mais non. C'est ça qui est dingue. C'est du fan, je comprends pas. C'est partout, tout le monde dit I want to believe, c'est devenu la catchphrase de la série, mais alors que ça ne l'a jamais été. C'était juste une phrase sur le poster qui est d'une culte grâce à ça, mais les personnages n'ont jamais dit I want to believe à toutes les sauces. Non, c'est ça. Ils auraient pu aussi coller tout le temps la vérité est ailleurs. La vérité est ailleurs. Ils auraient pu le dire dans tous les épisodes. Oui, non, c'est ça d'ailleurs le titre du premier épisode. J'ai dit une bêtise tout à l'heure. C'est la vérité est ailleurs, le titre français. Oui, autant pour moi. C'est le titre français, la vérité est ailleurs. Donc oui, voilà. Considération. Alors, la question c'est, est-ce que Chris Carter doit partir ou non? Est-ce qu'il doit aller passer la main? Tu veux dire, est-ce qu'il est devenu le Moffat de... Non, pas le Moffat, le George Lucas. Le George Lucas de X-Files. C'est plutôt ça. C'est lui qui fait un revival. Je sais pas. Parce qu'il n'y a pas de force qui le contrôle, il peut faire tout ce qu'il veut. Non, oui, bien sûr. Donc. Écoute, c'est compliqué. Mais en tout cas, il faudrait qu'il s'entoure un peu mieux. Au moins, s'il reste là, que... Enfin, de toute façon... Quid de l'avenir d'X-Files, j'en sais pas quoi. Ils avaient l'air chaud quand même pour faire une nouvelle saison. Après ils ont fait des super audiences quand même. Ils ont fait des bonnes audiences sur la Fox, ça a cartonné même en rattrapage derrière. Le coup du spin-off ça n'existera pas ça par contre, hein. C'était avec les 2 nouveaux agents. Ouais, c'était un peu une fausse piste. C'était, on sait pas trop, hein, mais c'était peut-être une rumeur, une conspiration. Oui, c'est ça. Ouais. Mais non, ils sont chauds pour une saison 11, mais alors moi du coup, je suis pas très. Je suis pas très chaude, ça se dit pas ça. Vu le cliffhanger déjà de fin un peu consternant. J'ai pas envie de spoiler, mais j'ai cru que j'allais casser ma télé. le truc de fin, j'ai dit, ils se sont foutus de ma gueule. Franchement. Et puis, on va dire, oui, il faut finir sur un cliffhanger, c'est ouvert, blablabla. Non, mais toutes les saisons sont terminées sur un cliffhanger, on est d'accord. Mais il n'y a jamais eu un truc comme ça. Non. Faut pas, non. C'est ça, mais en fait, ils font ce qu'ils veulent. En fait, il n'y a pas personne qui a dit non, mais les gars, c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça. Ouais, t'inquiète, on a mis Mulder en slip rouge, ils seront contents. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je vais racheter ça par ça. Non, je ne sais pas. De toute façon, c'est une saison 11. Bon, je sais, je vais regarder. Mais oui, on va regarder forcément. Mais c'est obligé. Mais. Dieu que c'était pénible. C'était dur, ouais. Je vais me refaire les épisodes de. Les vieux, quoi. Les vieux. C'est tout. J'ai pas eu le temps. Pour te laver un peu le cerveau et les yeux. Mais me laver les yeux. D'ailleurs, quand ils ont diffusé les épisodes sur M6, en plus, j'ai eu la bonne idée de les regarder une seconde fois pour les voir en VF et tout ça. Après, il y avait la nuit X-Files. J'ai regardé encore le pilote et le deuxième Etoms, mais après, j'ai arrêté parce que ça fait à 4h du matin. Mais c'est la télévision française, ils ont parti le truc jusqu'à 3h du matin. Mais bon, quand même, quoi. C'était à tout un autre niveau. Ouais. Donc la VF, tiens, tant que j'en parle, pardon. Tu as vu toi ou pas? Ouais, j'ai vu les 2 premiers épisodes en VF. Comme moi, t'as fait comme moi. Donc ils ont fait un truc cool quand même sur M6. Ah non, je vais être obligée d'applaudir une deuxième fois, non. Ils ont mis ce petit message. Ouais, c'est bien quand même. Donc pour prendre hommage à l'actrice qui prêtait sa voix à Scully, qui est malheureusement décédée. Et du coup, ils ont dû remplacer Ouais, il faut une nouvelle doubleuse, quoi. Bon, et ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça m'a pas autant dérangé que ça, ouais. Après, peut-être parce que je les ai déjà vus en VO avant. Voilà, alors moi j'ai jamais vu. Ouais. C'est moche. J'ai jamais vu les épisodes en VO, sauf quelques épisodes ponctués, etc. Mais toutes les saisons en VF, j'ai vu tout en VF, moi. D'accord. À part quelques épisodes que j'ai déjà vus en VO. Donc là, quand j'ai la VF, c'est la VF. Pour moi, c'est Caroline Bonne, Georges Caudron, c'est des deux, quoi. Sûr. En plus, je les ai rencontrés en vrai. Je veux dire que c'est vraiment... Je peux pas me séparer de ça. C'est un truc...
Après, quand tu découvres certaines choses en VF, ça peut paraître idiot, mais t'as un attachement au truc. 200 épisodes, les films, c'est elle quoi. Enfin, c'est elle, et là, j'arrivais pas. La pauvre actrice qui la douche, je sais plus qui c'est. C'est la doubleuse de Nicole Kidman, il me semble. Bon, il peut rien, mais bon, ça m'a dérangé, mais bon. Après, quand j'ai vu l'épisode 2, tout de suite, j'ai pensé à autre chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé, M6 ? Vous avez acheté les nouveaux ciseaux, on dirait. Ils ont... Quick. Alors ça, c'était l'épisode 2. Moi, je pensais qu'il n'y avait plus de pratique de ce genre à notre époque. Messieurs les censeurs, bonsoir. Voici donc l'épisode... Donc voilà, Famille de France a frappé, je sais pas qui. À gauche, sur M6. À droite, le vrai épisode. Donc... énormément de plans. Non, mais ça, c'est un exemple. Flouté. Il y a eu celle d'autopsie qui est entièrement recadrée, on ne voit rien. Recadré. Je pensais même pas qu'on pouvait... Je savais qu'on pouvait couper des épisodes, je savais pas qu'on pouvait recadrer le truc. C'est zoomer pour ne pas voir les trucs dégueulasses. Alors en fait, l'épisode 2, c'est un épisode qui se passe dans une espèce de clinique où il y a des enfants qui ont des déformations génétiques, des malformations génétiques qui entraînent des malformations physiques en fait. Donc comme on a vu la petite fille, c'est un exemple parmi tant d'autres, il y a des trucs, c'est vrai que c'est assez dur à regarder. C'est choquant, mais c'est hyper important. Enfin, c'est cacher des choses. Le mec, il enquête, il travaille sur les maladies génétiques. Pourquoi tu montres pas le truc, quoi ? Le mec, le pré-générique, quand il s'enfonce son truc dans l'oreille. C'est coupé aussi, hein. C'est coupé, quoi. Mais le mec, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a une signalétique qui existe pour diffuser des choses à la télé. Pourquoi ils ne s'en servent pas ? C'est honteux. Je ne comprends pas. Et le coup de c'est parce que c'est les vacances scolaires, alors... Mais mettez pas vos enfants devant X-Files. Mais les gens, ils sont pas débiles, quoi. Mais qui va mettre un gamin devant X-Files ? C'est clair, mais X-Files, ça a toujours été moins de 12 ou moins de 10, ça a toujours été choquant. Et en plus, l'épisode, c'était le 2e. Donc c'était... c'était quoi 21h45 Oui, on fait comme ça, ouais. Les enfants sont au lit. Les enfants, ils sont au lit. Ah voilà, tiens, le truc de l'oreille. Ah voilà, exactement, le recadrage. Bon, on voit plus que c'est une oreille en fait. Ça pourrait être à peu près tout et n'importe quoi. Et c'est tout comme ça. Il y en a plein d'autres. Il y a un autre personnage qui meurt donc à la fin de l'épisode où le plan, on voit rien, ça dure 2 secondes et ça cut. C'est scandaleux. Alors, M6 a essayé de se justifier en disant que les épisodes non coupés sont disponibles après donc, sur leur replay, sur leur service de rattrapage. Ah, c'est cool, comme ça les gamins ils peuvent y aller. Oui, exactement. C'est vachement bien. C'est bien connu que les enfants ne vont pas sur les tablettes, ils ne savent pas du tout utiliser les outils technologiques de nos jours, donc ils ne sont pas capables d'aller voir en replay. Mais bien sûr. Voilà, là j'ai envie de dire, la M6, t'as pas sur la M6, non, vraiment moche. Du coup, j'ai même pas regardé les épisodes 3 et 4. En même temps, il y avait peut-être. Alors, est-ce qu'ils vont nous censurer les prochains, là, le 5, est-ce qu'ils vont censurer les asticots sur le monstre poubelle ou... Parce que c'est dégoûtant des asticots. Peut-être qu'il y a des gens à table et qui sont en train de manger des coquillettes, alors faudrait pas qu'ils confondent. Non mais. C'est tout et n'importe quoi le truc, quoi. C'est horrible parce que sur Twitter, mais c'était la folie. Hein. Ah, mais c'était choquant. Le truc a été tweeté. Autant ça a été tweeté en bien par rapport au fait qu'ils ont mis que 1 mois à fournir les épisodes, c'était super cool en prime, et autant derrière, tout le monde était fou quoi. Tu peux pas faire ça. Ça se fait pas, ça se fait plus. Ça se fait plus surtout. Ça se faisait déjà. À l'époque c'était coupé, il y avait coupé les épisodes qui diffusaient à 22, à minuit et tout ça parce que c'était trop violent. Mais mon nom quoi, après... Il y a des trucs il y a des trucs hyper violents en plus à la télévision. Oui, attends, ils ont pas vu Ninjago, c'est bon, c'est pareil, c'est violent. Les Pokémon, c'est pas violent les Pokémon. Il te reste des non mais je pour sais se pas, battre. à un moment donné, faut faire un peu confiance aux gens et à leur intelligence. Mais moi, il y a une signalétique, mettez votre moins de 12 et c'est tout. Basta, bien sûr. Pourquoi ils font ça? À quoi ils servent le CSA? Pourquoi ils ont créé tout ça? Faut pas s'en servir. Ils écoutent Famille de France, excuse-moi. Là, on va être ban par Famille de France parce que j'ai déjà dit 2 fois un gros mot. S'il y a des enfants qui regardent, comme ils connaissent aucun gros mot, l'épisode va être censuré et recadré par la suite. Ils verront le replay. Voilà, ils verront le replay, c'est exactement ça. Alors il y a eu plein de choses à dire sur aussi les épisodes qui suivaient, alors la diffusion, la nuit X-Files. Ouais.
bon, en fait, c'est du remplissage de cases en espérant que ça fasse de l'audience, mais si ça peut faire. Bon, ça va, ils ont passé les vieux épisodes, c'était quand même sympa dans l'ensemble. Ils passent un peu comme ça, mais bon, pourquoi pas après un best-of assez arbitraire, cela dit. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a W9 qui fait une soirée spéciale X-Files le 21 mars. Donc, il faut absolument regarder l'épisode des Simpsons. Ah, il est fantastique. Ah, ça, si vous n'avez pas vu, les gens. Jeff, même tu peux parce que il y a l'explication du speedo dans l'épisode. Et non, l'épisode de X-Files des Simpsons, c'est un bijou, il est génialissime. Fantastique. Hein. Donc déjà, faut regarder ça. Après, il y a le film Régénération. C'est l'ascenseur émotionnel. Voilà. C'est parfait trop avec les Simpsons. De toute façon, il faut être à jour. Bon, bref. Pourquoi ils n'ont pas passé l'autre Fight the Future Je sais pas. Alors, je ne sais pas. Et après, il y a. À part que les droits dessus. C'est ce qu'il y a après. Il y a une nuit X-Files, dis donc. Il y a des épisodes d'X-Files diffusés. Donc, ils te passent le dernier épisode, le film qui se passe après tout. Et après ils repassent en te passant les premiers épisodes. Oui, la logique. De la saison 1. Logique. Donc, ceux qui auraient été diffusés sur M6, mais peut-être pas exactement les mêmes choses. Oh là là. Il y a certains pareils et d'autres pas pareils. Moi, je dis la vérité est ailleurs. Attention, hein, parce que là. Les mystères de la programmation française. Ou alors, ils ont pris le champignon de Mulder. Oui, c'est ça, ils sont tous en train de triper en fait, ils savent pas où ils sont. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler d'X-Files. Ça fait beaucoup parler, pas que nous. Tout le monde n'est pas d'accord, c'est ça qui est génial. Je tiens à signaler quand même que j'avais lu un article il n'y a pas longtemps où un gars disait, je suis désolée, j'ai pas la source en tête, le mec disait, parmi les spectateurs les téléspectateurs de la saison 10, on ne trouvera certainement aucun X-Fil qui dira des choses négatives sur la saison 10. Bah, c'était mal connaître, oui, c'était mal connaître les gens et c'était un peu les prendre pour des cons parce que franchement, il faut avoir un esprit critique à un moment donné. Moi, je pense que enfin, voilà, si vous savez un peu, si vous m'avez déjà entendu parler d'X-Files, vous savez que je suis fan absolu et de la première heure. C'est pas parce que j'aime et que je respecte l'œuvre que je vais pas critiquer. Enfin, c'est idiot, quoi. Enfin, oui, bien sûr. Il y a tellement... on n'est pas des moutons. C'est pas parce qu'on met Mulder et Scully que tout de suite il faut partir en vrai et non, enfin, oui, c'est ça, il faut avoir catchphrases des avant to believe et... Mais voilà, mais les catchphrases, on les comprend, on est content. Mais bon, est-ce que quelqu'un qui a jamais vu X-Files peut aussi aimer cette saison 10 ? Voilà, c'est intéressant, c'est ça. En tant que alors, tu sais quoi, j'ai vu un tweet d'une fille sur Twitter. Elle s'appelle Céline, je sais pas si elle me regarde, mais alors Céline, qui disait qui est un peu plus jeune et qui disait qu'elle avait jamais vu X-Files, donc et elle est tombée sur l'épisode 3, donc le fameux avec le champignon, non l'épisode l'épisode 3, le fameux bizarre comique, etc. Et elle n'a pas compris parce qu'elle savait ce que c'était X-Files, elle avait déjà entendu parler ou tombé sur le truc. Celui-là en premier, ça doit te faire un peu bizarre. Et elle a vu l'épisode 3, elle a cru que c'était une blague. Elle croyait pas que c'était X-Files, quoi. Elle a dit, mais elle tweetait, je sais plus ce qu'elle disait exactement, mais je suis vraiment en train de regarder X-Files, c'est quoi ce truc ? Enfin, c'est quoi ? Ouais, mais c'est un épisode totalement décalé aussi. Hein. Bon, elle a pas une bonne rapport. Non, mais enfin, moi je te dis un exemple parce que ça m'a marqué qu'elle dise ça, mais effectivement, quoi. Enfin, non, il manque la touche, en fait. Ça ? Moi, je pense pas que tu puisses aimer X-Files. Enfin, après, surtout si vous êtes dans ce cas-là, dites-le moi, peut-être je me trompe, mais moi je pense pas que tu puisses apprécier la saison 10 si t'as jamais vu X-Files, parce que le seul truc un peu fun, c'est soit les retrouvailles entre les personnages que t'as aimés, soit les petites blagues, certaines, qui font référence à la série. Le côté flippant, toutes les légendes urbaines, tous les monstres et tout ça. Le reste, non. Enfin, le nouveau public va pas être... je pense pas. Après, je peux me tromper, mais c'est possible. Je crois pas que... Enfin, je m'imagine, moi, en tant que spectatrice qui découvre le truc, et je me dirais, mais c'est quoi ce truc qui part dans tous les sens ? Ah, mais ça part clairement dans tous les sens. Il y a un manque de cohérence, du vision d'ensemble, en fait, dans cette saison 1. C'est surtout ça. Ouais. Une vraie ligne directrice. C'est presque comme s'il n'y avait pas de Bible, tu sais ? Non, mais c'est ça, à chaque fois, ils... C'est pas... Ou alors, ouais. Ou alors, ils ont mélangé les post-it dans la writer's room, ils ont tout mélangé, ils ont fait merde. C'est ça, et en fait, le jeu, c'est ça, en fait. Ils ont essayé de refaire le truc, je sais pas. Reconstituer à saison 10, peut-être qu'il y a un truc... Je sais pas, je me pose des questions. Bref, je pense qu'on a été assez long sur... mais fallait le faire, ouais. Fallait faire un long débrief de cette saison. Oui, c'est bon. Bref, vous aurez compris.
On n'est pas tellement contents, donc j'espère qu'on va terminer cette émission sur une note un peu plus joyeuse. On va voir Kevin, si c'est plus fun. Ok, pas fun comme l'épisode 3. L'épisode 3 est tordant. D'accord, ok, très bien. Non, on va rigoler un peu. On va rigoler, dossiers, très bien. Alors, Agent Kevin nous propose la rubrique What Else. Donc, Kevin, fais-nous rire. Ah, donc, c'est la rubrique What Else. Donc, ce mois-ci, j'ai décidé de m'intéresser à l'acteur Josh Holloway. Donc, on en parlait tout à l'heure dans la série Colony, donc l'ancien de Lost et tout ça. Donc, je me suis un petit peu intéressé. Tu spoil déjà, Jeff. Donc, ouais, je me suis un petit peu intéressé à son début de carrière. Alors, comment a débuté Josh Holloway. Donc, nous allons voyager à une époque pas si lointaine. Une époque où les gens portaient les t-shirts Waikiki, on jouait au POG dans les cours de récré. Je connais pas cette époque, je devais pas être née moi. Non. Toi, tu es jeune, plutôt jeune. Donc cette époque, c'était les années 90. Et nous allons arriver en 1993, où Josh Holloway a débuté sa carrière. Donc, il n'a pas débuté sa carrière ni dans une série, ni dans un film, ni dans un clip vidéo. Ah oui, quand même, ok. Et ouais, sa première apparition, c'est dans le clip de Crying d'Aerosmith. Ah bon? Et ouais. Oh. Un clip, il y a d'autres acteurs, il y a Alicia Silverstone. Oui, oui, ça je savais justement, tiens, et on en parle. Et c'est lui le gars de Crying? Et ouais. Ah mais oui, complètement. Mais tu sais quoi, on dirait un mec de la pub Levi's, quoi. Carrément, ouais. Ah ouais. Et ouais, il était tout jeune, petit Josh. Gens, 1993. Il va apparaître 30 secondes. C'est une histoire d'amour entre lui et Alicia Silverstone. Ouais, c'est Aerosmith, il y a toujours une histoire d'amour. Ouais. Bon, moi, j'étais pas grand fan d'Aerosmith. Ah non, je pense je suis plus de l'école Guns N' Roses qu'Aerosmith. Donc voilà, il y a des dans un clip vidéo en 1993. Donc, c'est ça. Donc, c'est marrant. On va avancer un petit peu de quelques années pour arriver. Je me demande quand même s'il n'était pas mannequin. Ah, je ne sais pas, il aurait pu. Franchement, je vois le truc, il fait très mannequin. Donc, on va faire encore un petit bond dans le temps. On est toujours dans les années 90, mais on va arriver à l'année 1999, où il va jouer dans un spin-off d'une série très très culte des années 90, une série avec des monstres aux dents pointues. Genre Buffy? Ouais, et dans le spin-off de Buffy, il joue dans Angel. Ah. Il joue dans la première scène du tout premier épisode d'Angel. Alors, pour vous resituer le contexte, il joue l'un des deux vampires dans un bar, qui va donc être réduit en poussière par Angel derrière. C'est la toute première scène du pilote. Ok, d'accord. Vous pouvez pas la rater. Ouais. Impossible à rater. Pas mal. 1999. Donc on va encore avancer après, on va passer aux années 2000. Là encore, je vais dans une grande série en 2001. Une série qui se passe dans le Texas. Non. Avec un officier de la loi qui fait rien à la justice dans le Texas. Oh là là. Il s'agit donc de la série Walker Texas Ranger. La casserole. Oh, la double casserole. Et ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc les Américains ont un concept de restaurant très très particulier, c'est les restaurants à thème médiévaux. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais. Bah, j'ai jamais vu, non, en vrai. C'est typiquement américain. Bon, moi je le connais qu'à travers les séries télé. Ils ont toujours ces espèces de restos où tu as des gens déguisés en armure, en chevalier qui les servent, et tu as des petits spectacles au milieu. Et donc Josh Holloway joue l'un des serveurs dans cet épisode-là. Non, en fait, il est pas mannequin, je crois. Je me suis trompée. En fait, ils ont résilié son contrat au moment où ils ont fait pousser ses cheveux. Donc il a joué dans Walker Texas Ranger. Il a eu la chance. L'honneur, j'ai envie de dire, de jouer avec Chuck Norris, ce qui n'est pas rien quand même. Ce qui n'est pas rien, ouais. Donc on va avancer à présent de 2 ans où il a encore joué dans une série culte, encore une fois en 2003, une série qui a connu une longue carrière quand même. Il s'agit de la série Les Experts. Ah oui. Et ouais, CSI. Oh. Totalement changé de look. Ouais. Les gens au casino ou un truc comme ça, non? Ouais, il travaille dans un hôtel. Il est dans un hôtel et c'est l'ami d'un des personnages de la série. Je ne peux pas en dire plus parce que je n'aime pas du tout les experts. Je ne connais pas du tout la mythologie. 15 saisons, forcément, il y a tout le monde qui a joué dedans. Je me rappelle de Grissom et c'est tout. Ah ouais, quand même. Non, mais les experts, c'est pas pour moi, ça, je peux pas. Les séries à formule comme ça, moi, je peux pas. J'ai l'impression tout le temps de voir le même épisode en fait à chaque fois. Mais c'est sur téléphone, c'est tout le temps le même, c'est normal. C'est ça, il passe le même épisode en boucle. Donc voilà, donc si un jour vous tombez sur les experts, peut-être que vous aurez la chance de voir Josh Holloway. La chance. L'agence, oui. Oui. Malchance, oui. Donc il a joué dans Les Experts. Donc la dernière petite casserole que j'ai relevée, il s'agit de l'année 2004, où il a encore joué dans une grande série. Une série qui connaît toujours d'ailleurs
une longue vie, une série à formule policière. Est-ce que tu vois NCIS Exactement, la série NCIS, il les a tous fait, j'ai l'impression. Il a fait, State Police. Je me demande combien d'acteurs ont joué dans Les Experts et dans NCIS. Ah oui, non, mais oui. Il y a tellement de personnages secondaires que... Oui, il y en a plein qui ont débuté leur carrière là-dedans, qui ont fait des petits rôles, des petites apparitions. Ok. Apparemment, c'est l'apparition. Il a été repéré dans Lost avec cette carrière-là? Mais c'est la question que je me pose, parce qu'il a fait Lost en 2006. Ça, c'est NCIS, c'était en 2004. Ouais. Peut-être qu'il a ébloui je sais pas, peut-être qu'il a fait un casting extraordinaire. Par son talent et tout. Ouais. Donc voilà, tu peux jouer dans Walker Texas Ranger et quand même connaître une certaine carrière. Tu peux quand même faire des choses, ok. Voilà, c'est pas bloquant. La petite carrière de Josh Holloway. Pas mal. Je me t'ai dit que tu allais faire David Duchovny un peu. Mais en fait, c'était pas. En fait, je voulais faire David Duchovny ou Gillian Anderson, sauf qu'en fait, ils ont débuté dans X-Files assez jeunes. Ouais. C'est ça. Vrai, ils n'avaient pas fait de grande carrière. Précisément, j'ai cherché des casseroles, mais j'ai pas trouvé. David Duchovny, il a fait des. Ouais, il y a des casseroles, mais dans des pubs. Ouais. Mais j'ai pas trouvé de série où elle a joué. David Duchovny, je cherchais vite fait, il a fait des trucs érotiques. Oui, voilà, c'est ça. Il était le narrateur dans des séries, érotiques, mais il n'a pas fait beaucoup de choses. Twin Peaks, quoi. Ou Twin Peaks, voilà. Mais bon, ça faisait un petit peu short pour la séquence. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai voulu faire Josh Holloway. C'est dommage. Écoute, mais voilà, donc, si vous tombez sur Les Experts ou sinon NCIS, c'est ouvrez l'œil. D'ici pour les 20 prochaines années, de toute façon, ça existera toujours, ça sera toujours diffusé. Bien sûr. Gardez un œil sur Josh Holloway. Exactement. Je pense qu'il est temps de conclure. On a été très très long, on avait tellement de choses à dire. Puis nos invités aussi, ils ont fait que nous couper la parole, insupportable. Donc il fallait leur laisser un peu de place aussi. Les pauvres. Il faut se bouger un petit peu quand même pour la suite. C'est clair. Donc on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires sur YouTube ou sur ton Twitter, Kevin, qui est @broncode84. Tu ne retiens jamais, j'ai l'impression. Si, Broncode84. Je suis fan de Firefly. Il fallait que non, mais c'est bon, je vais le noter. Tiens, un jour, on aura un truc où on l'affichera et tout, on sera des fous. Pas de pression pour la régie. En temps réel. Donc, moi, c'est toujours sur mon Twitter, c'est Season 1 avec un 1. Avec un 1. Ok, tiens, tant que j'y pense, je pense à mon site violet. Et donc, super le bruit. Ceci est le livre de Gillian Anderson. Ok, alors Vision of Fire en anglais, qui est le cadeau, mon cadeau d'anniversaire de Audrey Thimo. Coucou Audrey Thimo, merci. Et en fait, je vous propose de le gagner sur mon site, donc season1.fr avec un 1. Donc le concours est déjà organisé depuis plusieurs jours, c'est jusqu'au 21 mars, il y a juste 3 petites questions sur Gillian Anderson. Vous inquiétez pas, on fait gagner l'exemplaire en français, hein, c'est juste le mien est en anglais, mais ça sera celui en français, donc si vous voulez lire, c'est un thriller avec un petit peu de paranormal, il y a un truc de charme derrière qui bouge dans le truc. Ouh. Grave. T'as vu? Les sœurs Halliwell. Ça parle pas des sœurs Halliwell, hein, je vous rassure, mais c'est un thriller paranormaux, supernaturel, fantastico, tout ça. Okay, non mais c'est sympa, c'est très sympa, donc si vous voulez jouer, season1.fr. Quant à nous, on vous donne rendez-vous très vite dans Geeking. Dans Geeking, déjà. Geeking ou dans Geeking Play pour ma part, sur jeux vidéo policiers. Et sinon, notre chaîne YouTube, on vous attend le mois prochain. On ne sait pas encore de quoi on va parler. C'est pas encore, on a quelques idées, mais oui, de toute façon, il faut juste qu'on se mette d'accord. Peut-être on aura des guests extraordinaires comme cette semaine. Vous avez vu un peu, on est un peu au high level là, attention. Attends, il y a du VIP là. C'est ça. On va se creuser le cerveau. Et aussi, on remercie Jeff et Valérie pour la régie parce que ils ont bossé. Et en plus, on leur a spoilé X-Files. C'est clair, c'est horrible. Donc, on va nous maudire là. Voilà, c'est sûr. Alors là, on va être forcé de regarder tous les épisodes de La Fête à la Maison, je pense. Par pénitence. Par pénitence. On se flagellant. Donc merci encore. À très bientôt dans un autre Café Série. Ciao. Bye bye.